De tous ceux que j'ai reçus, je suis probablement celui-là que je le suis le plus catégorique, qui est sous-évalué. Récemment, je vous ai demandé de m'énumérer des choses du monde du vélo que vous voulez que je réagisse, à savoir si je trouve que c'est surévalué ou sous-évalué. Et j'en ai tellement eu qu'il a fallu que je le fasse en deux parties et aujourd'hui, voici la partie 2 et on commence. Premièrement, Strava. D'un point de vue analyse de la performance et des données, hautement surévalué. Pour moi, ça arrive même pas à la cheville de certains logiciels comme Golden Cheetah, qui en plus est un logiciel gratuit, un logiciel de source libre. Mais je peux pas quand même lever le nez sur la potentielle motivation que ça l'a amené à beaucoup de gens d'avoir un côté social à partager, dans le fond, leur performance et d'avoir peut-être le petit côté compétitif qui va faire ressortir la motivation à aller rouler à l'extérieur. Zwift. Plusieurs puristes trouvent que c'est un sacrilège d'aller faire des kilomètres à l'intérieur quand on peut sortir à l'extérieur. C'est pas faux, mais venant d'un Québécois, la réalité, c'est que dans plusieurs régions du monde comme ici, il y a plusieurs mois d'hiver que vraiment rouler à l'extérieur, c'est vraiment très peu pratique. À moins 25 degrés, enseveli sous des pieds de neige, non, d'aller faire des sorties de 100 km de vélo de route, c'est pas vraiment réaliste. C'est pour ça que je trouve que Zwift est sous-évalué dans ces conditions-là, parce que ça l'a vraiment permis de même développer une culture cycliste dans plusieurs régions du monde qui est grandissante, parce que ça nous permet dans le fond de rouler, de pédaler à l'année. Des cadres de titane. Surévalués, honnêtement, par rapport à un cadre de carbone, les performances sont moins grandes à un prix beaucoup plus élevé et ça demande encore aussi beaucoup plus d'entretien parce que toutes les pièces d'alliage peuvent saisir avec le titane qui demande dans le fond un désassemblage fréquent. Les cadres en aluminium. Pour moi, sous-évalué, c'est vraiment une option qui devrait être pensée de façon plus régulière pour quelqu'un qui a un budget plus limité. Je trouve ça même dommage qu'il n'y ait pas plus d'options avec des cadres en aluminium avec des transmissions plus haut de gamme. C'est une bonne façon d'aller chercher de la performance à peu de frais. Les cadres en acier, surévalués, surtout à côté de l'aluminium, à moins vraiment de vouloir avoir quelque chose, un peu une pièce qu'on sent qui est un peu historique, qui nous rappelle dans le fond une époque passée du vélo. Je vois plus vraiment de réelles raisons de vouloir un cadre en acier. À part peut-être pour des besoins très spécifiques, parce que c'est plus facile d'avoir des cadres sur mesure en acier qu'en carbone. Mais avec la panoplie de choix et de géométrie qu'il y a maintenant dans le carbone, c'est de plus en plus difficile à justifier. Les cadres en carbone, je dirais proprement évalués, parce qu'honnêtement, oui, pour moi, ça demeure présentement le meilleur matériel pour faire un cadre. Vraiment parce qu'on peut beaucoup plus le travailler, lui donner des propriétés de rigidité dans un sens et plus de souplesse dans un autre. Donc, ça se travaille beaucoup mieux en plus des formes qu'on peut donner pour l'aérodynamisme et le comportement du vélo. Donc, pour moi, c'est proprement évalué avec, dans le fond, présentement, qui est vraiment le matériel le plus utilisé dans tout ce qui est moyenne gamme et plus. Une transmission électronique. Au-delà du prix, il n'y a rien à nier. C'est vraiment une meilleure performance et une avancée par rapport aux dérailleurs à câble. Pour moi, la transmission électronique, si on veut, elle est sous-évaluée. Par contre, les transmissions haut de gamme de pointe, eux, sont très surévaluées. Avant, on pouvait voir une différence de qualité de changement de vitesse entre du Dura-Ace et du Ultegra. Maintenant, avec l'électronique, la seule différence, honnêtement, c'est le poids et la différence de prix, honnêtement, pour moi, le justifie pas du tout. Un vélo haut de gamme. On parle des vélos, le top du top. Ça, oui, c'est vraiment surévalué. Dans la mesure où, oui, c'est plus performant, mais le prix exorbitant qui est demandé pour atteindre ce niveau le plus élevé est tellement pas justifié pour le commun des mortels. La réalité, c'est que plus on avance dans les gammes, plus le prochain dollar investi nous rapporte moins en termes de performance. Le poids du vélo, si vous suivez un peu la chaîne, vous devez vous douter que je vais dire que c'est très surévalué. C'est un énorme biais cognitif parce que honnêtement, quand on fait les calculs et on se rend compte les différences d'un vélo ultra léger, non, honnêtement, c'est très quand même petit les différences par rapport à ce que ça peut coûter d'aller chercher justement ces grammes de moins-là et surtout si ça vient avec une pénalité au point de vue de l'aérodynamisme. En général, ça devient vraiment quelque chose qui devient négatif. C'est pour ça que même présentement, les vélos du Tour de France sont au-dessus de la limite légale. Ça leur dérange pas, ils savent que c'est quand même plus performant.
la rigidité du vélo, hautement surévaluée d'un point de vue du transfert de puissance. Non, je le répète, les ingénieurs sont même pas capables de mesurer de différence. Ça, c'est un gros mythe. Après ça, on peut pas nier que ça a une différence sur la conduite, mais c'est vraiment une chose de plus rigide n'est pas nécessairement mieux, surtout pas d'un point de vue du transfert de puissance. Le Tour de France. Oh, les Français qui m'écoutent vont probablement pas aimer, mais je trouve que c'est une course qui est surévaluée. J'adore le Tour de France, mais non, c'est pas ma course préférée personnellement, et je trouve pas non plus que c'est souvent la plus excitante du calendrier en général. Je trouve les classiques plus intéressantes, dont ma préférée, qui est Strada Bianca. La sursegmentation des produits. Plusieurs se plaignent que l'industrie essaie de nous vendre des choses qu'on n'a pas de besoin avec des nouvelles segmentations de marché. Mais honnêtement, moi je trouve que c'est sous-évalué. Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir plus de choix? Ceramic Speed. Bon là, j'imagine que ceux qui m'ont écrit ça voulaient que je parle des chapes de dérailleur, qui, oui, sont très hautement surévalués. C'est souvent mon point de référence, à savoir le pire investissement, dans le fond, entre les dollars investis et les watts sauvés. Mais Ceramic Speed fait aussi quand même des roulements en céramique, qui, ça aussi, tant qu'à moi, est vraiment surévalué par rapport au réel gain et au prix que ça va se vendre. Par contre, ils font un lubrifiant de très haute qualité qui, pour moi, oui, ce produit-là chez Ceramic Speed est sous-évalué. Les déflecteurs. Bon, on parle de carénage ici, donc totalement illégal en course, mais oui, faut être réaliste. Si c'est quelque chose qui n'était pas autant repoussé de la part des cyclistes, oui, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites avec le carénage qui pourraient faire des différences assez étonnantes. Les cockpits intégrés. Bon, ici, je suis relativement partagé. Je vais vous expliquer. Bon, d'un point de vue de la performance, je pense que les gens se rendent peut-être pas compte à quel point un guidon rond avec des câbles qui dépassent peut, oui, faire vraiment augmenter la résistance aérodynamique de façon plus grande qu'on le pense. Donc, sur ce point-là, je pense que c'est sous-évalué. Mais comme je suis un spécialiste en positionnement, cet aspect-là m'horripile et je trouve qu'il est très surévalué. Ça diminue de beaucoup les possibilités, dans le fond, d'ajustement, en plus d'augmenter énormément les coûts des changements si on achète un vélo stock qui a déjà ce type de guidon-là d'installer. Le renforcement musculaire. De tous ceux que j'ai reçus, je suis probablement celui-là que je le suis le plus catégorique qui est sous-évalué. Chez les cyclistes, surtout plus âgés, je vois une distinction très claire dans les clients que je côtoie ici en positionnement. C'est-à-dire que ceux qui ont, pendant toute leur vie, fait un travail de renforcement musculaire régulier continuent à pouvoir, dans le temps, être performants et à pouvoir faire du vélo à un âge avancé sans problème, sans inconfort, sans douleur. Tandis que ceux qui font presque exclusivement du vélo, c'est là que les problèmes d'inconfort et de blessures arrivent de façon beaucoup plus régulière et qui, ultimement, fait souvent raccourcir, dans le fond, fait devancer la retraite nécessaire de notre sport qu'on aime tant. Réagissez à cette vidéo dans les commentaires, continuez à poser vos questions pour des futures capsules questions-réponses. D'ici là, à la prochaine.